Alors, encore 2 minutes et puis on va commencer. Alors, il est midi. Au nom de l'Observatoire québécois des inégalités, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur l'insécurité alimentaire. Je m'appelle François Fournier, je suis chercheur à l'Observatoire et je serai le facilitateur de la séance. Une séance d'1 heure et demie qui va passer vite et qui va se dérouler comme suit. Donc, durant la première moitié du webinaire, on aura la chance d'entendre tour à tour nos 5 panélistes que je vais présenter au fur et à mesure. La seconde moitié du webinaire va être consacrée à une période d'échange sur les causes de l'insécurité alimentaire et surtout ses solutions, en fait. Donc, avant de donner la parole à notre première panéliste, je vais juste faire un petit rappel en 3 temps. Donc, la définition classique de l'insécurité alimentaire, c'est que l'insécurité alimentaire consiste en un accès inadéquat ou incertain aux aliments, principalement en raison d'un manque de ressources financières. On distingue les différents degrés d'insécurité alimentaire. En fait, pour analyser les données sur l'insécurité alimentaire, Statistique Canada distingue 3 degrés d'insécurité alimentaire marginale, qui est avoir peur de manquer de nourriture ou avoir un choix d'aliments restreint en raison d'un manque d'argent. L'insécurité alimentaire modérée, c'est davantage le fait de compromettre, d'avoir à compromettre la qualité des aliments ou leur quantité en raison d'un manque d'argent. Et ensuite, l'insécurité alimentaire grave, qui est là vraiment carrément de sauter des repas, réduire sa consommation d'aliments et, dans les cas les plus extrêmes, ne pas manger pendant une ou plusieurs journées. Le taux d'insécurité alimentaire, les plus récentes données dont on dispose proviennent de l'enquête canadienne sur le revenu de 2022. Donc, entre 2019 et 2022, le taux d'insécurité alimentaire au Québec est passé de près de 11% à 15,7%, dont 10,8% en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Les prochaines données, celles de l'enquête canadienne sur le revenu de 2023, en fait, seront disponibles en mai 2025. Il y a toujours un décalage là, comme ça. Euh, alors, écoutez, ben voilà pour quelques repères de base. Maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à nos panélistes. Je suis très heureux de vous présenter notre première panéliste. Il s'agit de Tasha Lackman, qui est directrice générale du Dépôt, qui est un centre communautaire d'alimentation situé dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Avant de rejoindre le Dépôt,
Tasha était vice-présidente de la communauté et de la philanthropie et la Fondation du Grand Montréal. Tasha était à la tête d'une équipe passionnée et diversifiée qui travaille en collaboration pour réduire les problèmes d'insécurité alimentaire et de pauvreté. Vous allez voir, le travail du dépôt couvre très large, comme le montrera Tasha. Alors, à toi, Tasha. Merci beaucoup pour l'introduction. C'est un plaisir d'être ici avec vous et avec tout le monde aujourd'hui. Vous êtes venus en grand nombre, alors on voit que l'insécurité alimentaire, c'est un enjeu, en fait, qui nous touche vraiment beaucoup. Je vais vous raconter un peu l'histoire du dépôt, mais je pense que c'est pertinent que vous compreniez ce que nous, on est en train de vivre parce que c'est de ce que moi, j'entends à travers tous mes réseaux et ce qui est en train d'être vécu par tous les organismes de première ligne à travers le Québec et à travers le pays également. On voit une augmentation vraiment en flèche. La demande grandit très rapidement pour nos services. Oui, le prochain diapo, encore une. Oui. Alors, en 2021, vous voyez à peu près 7000 foyers qu'on desservait par mois. Et après, l'année prochaine, ça a augmenté quand même à 10 000. Puis après, ça a triplé en fait en 2 ans. Alors, la demande a vraiment augmenté très rapidement. Et cette année, en 2024, la demande n'a pas continué à augmenter et c'est pour une seule raison. C'est parce qu'on a mis un cap sur la nombre de foyers qu'on voit à tous les mois. Alors, on a mis un cap à 1750 familles par mois, qui a fait en sorte qu'on a dû mettre en place pour la première fois dans presque 40 ans d'existence une liste d'attente pour nos services. Et ça, c'était comme la dernière recours qu'on a pris. D'abord, on a fait que les gens pouvaient venir une fois par mois au lieu de 2 fois par mois. Avant ça, on a décidé que les gens pouvaient, on a réduit la grandeur de nos paniers alimentaires. Alors, on a tout fait pour essayer de voir d'avoir un impact sur le plus grand nombre de personnes possible parce qu'on voyait que la demande était là. Mais finalement, on a dû mettre en place une liste d'attente parce qu'on ne pouvait pas offrir un service adéquat et avec dignité aux membres de la communauté qui avaient déjà recours à nos services. Je vais raconter aussi, en fait, je ne vais pas passer mes diapos, j'ai comme changé de rythme. Alors, mais je peux, comme c'est là, je vais dire que la vision de notre organisme, c'est vraiment une communauté prospère et unie où une alimentation nourrissante et accessible est considérée comme un droit humain fondamental. C'est vraiment important pour nous que tout ce qu'on fait est dans une vision de dignité. Et je vais parler beaucoup de notre service de dépannage aujourd'hui parce que c'est un peu le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Mais il faut vraiment dire que ce qu'on fait, c'est vraiment à court terme et aussi à long terme. Et je vais entrer un peu plus tard dans ça. Mais d'abord, je voulais parler de cette courbe qu'on vient de voir qui a triplé sur 3 ans, parce que je pense que ça amène aux solutions aussi, qu'on va parler plus tard. On a entendu beaucoup sur l'insécurité alimentaire pendant la COVID. C'était une crise, il y avait plein de fonds d'urgence qui sont descendus pour nous aider. Et en fait, la courte de la longue histoire, c'est que la demande pour nos services cette année et même l'année passée était plus élevée qu'au pic de la COVID. Alors, pour expliquer un peu plus, au début, avant la COVID, on faisait à peu près comme 700 familles à peu près par mois. La COVID a commencé, puis ça a plus que doublé. Alors, d'un mois à un autre, en mars, avril, mai de 2020, on voyait tout à coup 1500 à peu près familles par mois. Alors, c'était
intense pour nous parce que c'est un grand changement. Mais dès que le PCU a été mis en place, alors le programme, c'est quoi le PCU? Le programme d'urgence qui a été mis en place par le gouvernement fédéral, la demande a descendu presque immédiatement. Alors, on voit qu'avec un revenu sur lequel les gens peuvent compter, auquel ils peuvent rejoindre leurs besoins de base, tout de suite, on a un impact sur la demande des services d'urgence et de dépannage des organismes comme le dépôt. En novembre de 2022, le PCU a été annulé, arrêté. Moi, j'ai commencé ici, ça fait presque 3 ans, pendant l'Omicron, à la fin de la pandémie. Et juste après, en fait, que le PCU a été arrêté. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que tranquillement, comme vous voyez dans le diapo devant vous, tranquillement, la demande a augmenté. Alors, une fois que le revenu a été enlevé des gens qui en avaient besoin, ils ne pouvaient plus rejoindre eux-mêmes leurs besoins de base. Alors, je pense que c'est vraiment important, puis on va revenir un peu plus tard dans les solutions, mais je pense que c'est vraiment important pour vous de comprendre ça. Je voulais aussi mentionner que pour nous, on voit à peu près 9000 participants annuellement et on les voit à travers plusieurs programmes. Alors oui, on fait le dépannage, mais on essaie d'avoir une approche, comme j'ai mentionné, qui est dans la dignité, dans le respect et qui voit les gens comme une ensemble. On essaie vraiment non seulement de rejoindre leurs besoins de base, mais de bâtir la communauté, de bâtir la santé à long terme des gens. On sait que quand les gens ne mangent pas seulement à leur faim, mais des aliments qui sont nutritifs et de bonne qualité, leurs résultats à long terme en santé sont diminués. Alors, c'est vraiment important pour nous d'avoir non seulement un accès à l'alimentation, mais un accès à une alimentation saine. Et on fait ça à travers notre banque alimentaire qui est fait en forme d'épicerie. Et on a souvent des gens qui rentrent de la rue qui veulent juste faire leur épicerie. C'est tellement beau, c'est tellement accueillante et c'est important pour nous parce que même avec les chiffres qu'on voit devant nous qui augmentent et avec un sur 6 Québécois qui ont besoin ou qui ne mangent pas à leur faim, qui ont une insécurité alimentaire, on sait que 1 sur 5 de ces personnes-là qui vivent avec l'insécurité alimentaire ne viennent pas avoir recours à nos services. Ils s'endettent. Ils se fient sur leur famille, sur leurs amis. Ils font autre chose pour essayer de se dépanner. Alors, même si les organismes comme le dépôt sont coincés, sont en train de prendre des décisions déchirantes, on n'est même pas en train de voir le tip of the iceberg. On est juste en train de voir un petit élément de l'enjeu québécoise. Et pourtant, c'est une société riche. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Et je voulais aussi, puis là, j'arrive à mon temps, mais je voulais juste aussi mentionner l'impact sur... Non, je ne vais pas passer à travers tout ça. On peut oublier mes diapos. Mais je voulais juste finir en disant que c'est l'impact sur nos organismes est vraiment presque impossible. On doit prendre des décisions déchirantes à grand niveau, mettre en place une liste d'attente, mais les gens de première ligne doivent dire non presque à tous les jours à des gens qui arrivent en crise. Et c'est pas logique que des organismes de première ligne portent ce fardeau toute seule. Alors, sur ça, j'ai passé mon temps. Je vais laisser à la prochaine, puis on va revenir plus tard à des solutions. Merci infiniment, Tasha. Écoute, j'ai vu ton PowerPoint qui est vraiment extrêmement intéressant. Si toi et tous les autres panélistes nous le permettent, on les rendrait disponibles parce que c'est vraiment...
c'est vraiment très riche, là, et je comprends qu'avec le temps limité là, qu'on a, là, c'est pas possible là, de tout faire. Mais écoutez, je passerai maintenant la parole à Martin Munger, pour nous faire part de son expérience. Martin possède 30 ans de pratique dans les milieux associatifs et philanthropiques et à des postes de haute direction d'organismes à but lucratif d'envergure. Il est directeur général de Banques alimentaires du Québec et je le cite, canaliser les énergies d'une équipe dynamique et engagée, de membres innovateurs et dédiés à leur communauté et de généreux partenaires pour vaincre l'insécurité alimentaire. C'est pour ça que je me lève le matin. Alors, Martin va nous présenter les principaux constats du bilan fin de 2024, entre autres. Alors, à toi la parole, Martin. Bonjour tout le monde. Merci François. Merci de votre présence en grand nombre. C'est vraiment significatif, je pense, de voir que la question de l'insécurité alimentaire réunit autant de monde qui se privent de leur dîner, justement, à l'heure actuelle. Merci de votre présence. Enfin, on peut aller à la diapo suivante. J'aime pas me voir en photo, les banques alimentaires du Québec, la diapo suivante encore, s'il vous plaît. Les banques alimentaires du Québec, ben, c'est un réseau de moissons et d'organismes associés partout au Québec. On voit la carte à la diapo suivante qui a pour mission les banques alimentaires du Québec, c'est un peu l'association et notre mission, c'est de recueillir et de distribuer des ressources financières et des denrées alimentaires auprès de nos membres qui, eux, les redistribuent auprès de 1300 organismes. Donc, on est un réseau, je dirais, logistique solidaire, en quelque sorte. Les 1300 organismes qui sont desservis par nos membres, c'est des organismes de tout genre, dont, comme le dépôt qui prenait la parole tantôt avec Tacha, c'est un de nos organismes, mais il y a aussi des résidences pour femmes victimes de violences, il y a aussi des organismes qui s'occupent de personnes âgées, dont le repas est souvent un prétexte pour briser l'isolement. Donc, c'est très diversifié, mais nous, ce qui nous réunit effectivement, c'est de partager des ressources partout au Québec pour soutenir ces organismes-là dans leur action. Donc, on voit sur la carte ici que vous voyez les organismes de couleur mauve-violet, c'est des moissons, donc des organismes davantage à caractère régional. Les organismes qui sont en jaune sur la carte sont des membres associés, des organismes qui ont plus une vocation locale, à la hauteur souvent d'une municipalité ou d'une sous-région. Et ces organismes-là sont présents dans des régions où on n'a pas une moisson qui redistribue les denrées. Si on voit la diapo suivante, on voit un peu le chemin que parcourent les denrées ou même les dollars, mais les dollars, c'est un peu différent. Ici, c'est plus les denrées. Donc, on recueille à l'échelle provinciale des denrées et on fait aussi des achats grâce soit à des dons qu'on a ou à des subventions qu'on a reçues du gouvernement. Donc, on a 2 hubs de redistribution. Moisson Montréal à l'ouest, qui redistribue à 13 moissons partout au Québec, c'est-à-dire dans l'ouest du Québec, pardon, et Moisson Québec à l'est, qui redistribue à 6 moissons, plus dans l'est du Québec. Et ces moissons-là redistribuent à 1300 organismes affiliés. Donc, et c'est un peu le chemin que parcourent les denrées. Maintenant, ça, c'est le côté peut-être un peu plus logistique, un peu plus technique, mais ce qui nous rassemble ici, c'est voir un peu l'état de la situation. Plusieurs d'entre vous savent que les banques alimentaires produisent à chaque année le bilan fin. Le bilan fin, c'est pas un sondage, c'est vraiment une enquête large auprès des 1300 organismes que nous desservons.
qui nous permet de voir l'état de la demande dans notre réseau. Donc, on a parlé tout à l'heure, François a parlé, Tacha a parlé de l'insécurité alimentaire en général. C'est important de voir que les chiffres que vous voyez à l'écran, c'est une partie effectivement de l'insécurité alimentaire. C'est, comme le mentionnait Tacha, les gens qui fréquentent les organismes de notre réseau. Donc, il y en a à côté de ça qui s'organisent par d'autres moyens ou qui ne réussissent pas à trouver des moyens même pour faire face à l'insécurité alimentaire. Donc, on voit que notre réseau, dans le cadre du bilan fin, on a pu voir que notre réseau répond à 2,9 millions de demandes d'aide alimentaire par mois. Donc, c'est énorme et je confirme tout à fait les tendances que Tacha nous a montrées tout à l'heure. C'est une courbe qui a été importante pendant la pandémie, mais aussi qui a continué après la pandémie. Là, par rapport, si on compare 2024 par rapport à 2023, c'est une augmentation de 13%. Mais si on compare à 2021, c'est 1 million de plus de demandes alimentaires, d'aide alimentaire qui ont été répondues. En fait, le bilan fin de cette année nous a montré que tous les indicateurs sont au rouge. La situation continue de se détériorer et effectivement, ça prendra, puis on en parlera plus dans la deuxième partie, des solutions durables pour éviter effectivement cette augmentation continue du nombre de personnes qui ont besoin d'utiliser notre réseau. Si on regarde en termes de personnes uniques, c'est 656 000 personnes. Donc, il y a 556 000 personnes qui, à chaque mois, utilisent notre réseau et plusieurs vont l'utiliser plus d'une fois par mois. Et donc, c'est le chiffre qu'on voit à côté, ce qui inclut les répétitions, c'est plus la fréquentation générale, donc qui montre que les gens peuvent revenir. Donc, c'est l'équivalent, ce chiffre-là, c'est une agrégation, c'est l'équivalent de 940 000 personnes qui fréquentent le réseau, là, si j'inclus les répétitions. Mais notez aussi que si je compare ce chiffre-là, le 940 avec le 2,9 millions, on a même considéré, par exemple, dans le chiffre agrégé qu'on voit à droite, 940 000, une personne, on considère le nombre de collations et de repas, on divise par 10 pour tenir compte qu'une collation ou un repas, c'est pas la même quantité, par exemple, qu'un panier de dépannage. Donc, ça, c'est les données générales. Si on voit à la diapo suivante, on voit que qui sont les ménages qui fréquentent les organismes desservis par les banques alimentaires? Bien, on voit que 35%, c'est des enfants. Donc, ce sont issus de ménages avec enfants. C'est immense. C'est 43 000 enfants de plus qu'en 2021. Une tendance aussi je dirais, plus récente qu'on observe depuis 2 ou 3 ans, c'est qu'on a toujours plus de ménages dont la source principale de revenus est des revenus d'emploi. Donc, ça a augmenté. C'était 14% il y a 2 ans, 18% l'an passé. On est rendu à 20% de l'ensemble des gens qui utilisent le réseau, qui sont des gens dont la source principale de revenus, c'est des revenus d'emploi. Comme je le dis souvent, je ne veux pas mettre ça de l'avant plus qu'une autre situation parce que pour moi, une personne qui vit de l'insécurité alimentaire et qui utilise notre réseau, chacun a des bonnes raisons et pour moi, c'est aussi grave dans une situation que dans une autre. Mais ça dénote encore plus, je pense, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre système quand des gens contribuent au développement économique du Québec, au produit intérieur brut, reçoivent des revenus d'emploi et malgré ça,
n'ont pas suffisamment d'argent pour se nourrir convenablement, ça dénote qu'il y a un problème en termes de répartition de la richesse dans notre société. Maintenant, euh, 47% sont des ménages, sont des familles avec enfants et on voit que dans les dernières années, on ne le voit pas ici, mais que même si c'était beaucoup des familles monoparentales en majorité dans le passé, le nombre de familles biparentales a augmenté beaucoup ces dernières années aussi. Donc, encore là, souvent même avec deux revenus, une famille biparentale ne réussit pas à avoir suffisamment de denrées alimentaires pour nourrir la famille. 36% sont des personnes vivant seules, souvent des personnes âgées qui sont dans l'isolement aussi. Puis, ce n'est pas une grande surprise, 81,8% des ménages aidés sont des locataires. Mais ce qui est peut-être surprenant, c'est qu'à l'inverse, c'est qu'il y a effectivement une quantité assez importante de ménages propriétaires qui doivent utiliser les banques alimentaires ou le réseau des organismes. Encore là, ça ne fait que confirmer ce que Tacha mentionnait. 72% des organismes ont déclaré avoir manqué de denrées dans la dernière année et 54% ont dû faire des achats. Mais ça cache quelque chose. Le manque de denrées, c'est quelque chose, c'est grave. Et on sait qu'on a quand même obtenu de l'argent du gouvernement pour acheter des denrées en plus des dons. Mais il y a aussi que les organismes sur le terrain, souvent, n'ont pas les ressources en quantité suffisante, que ce soit des ressources humaines, des ressources bénévoles ou des locaux adéquats ou des frigidaires adéquats pour stocker la nourriture en quantité suffisante pour répondre à la demande. Il y a vraiment un problème, effectivement, au niveau des organismes sur le terrain. Et pourquoi les organismes ont eu recours à des achats? Bien, souvent, c'est pour offrir plus de diversité dans les services de dépannage, pour augmenter la quantité dans 56% des cas ou pour aider plus de personnes dans 50% des cas. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Les enjeux auxquels fait face notre réseau, on l'a vu, la quantité de nourriture ne suffit pas pour répondre à l'augmentation de la demande. Et ça, je tiens à le préciser, c'est pas parce que la quantité de nourriture a diminué, c'est parce que la demande a augmenté. Les organismes de notre réseau travaillent d'arrache-pied pour augmenter le nombre de denrées qui sont offertes, mais encore là, ce n'est pas suffisant. Nous répondons à toujours plus de demandes, mais les subventions de fonctionnement et de nos membres et des organismes qui le desservent sont à peine indexées et ce n'est pas suffisant pour leur apporter des ressources suffisantes. Et le besoin pour des nouvelles infrastructures, souvent les locaux sont vétustes et inadéquats pour répondre à un tel niveau de demande. Il y a des besoins d'infrastructures qui sont importants. Une minute, La diapo Martin. suivante, pardon? Une minute. Oui, c'est ma dernière diapositive, un peu pour illustrer l'impact de tout le réseau. Et par tout le réseau, je parle de BAQ, de ses membres et ce qui est distribué aux organismes sur le terrain. C'est une valeur de 542 millions de dollars qui est distribuée par notre réseau annuellement. Beaucoup proviennent du programme de récupération en supermarché, qui donc de récupérer les denrées dans les supermarchés des trois grandes chaînes. Des denrées que se procurent les moissons ou nos membres sur le terrain, donc 67% directement, ce que BAQ leur envoie à partir des dons provinciaux, de partenaires provinciaux, donc c'est une valeur de 47,3 millions, et les achats qu'on a faits grâce à des subventions. Donc, c'est immense.
J'oserais dire, même si c'est trop, ça devrait pas. Notre réseau ne cherche pas à avoir plus de gens desservis à chaque année. On souhaiterait en avoir moins, effectivement. Mais en attendant, c'est absolument essentiel de distribuer cette denrée-là partout parce que la situation serait encore plus dramatique sinon. Donc, merci beaucoup de votre attention et ça au plaisir de répondre à votre question ou à participer à la deuxième partie plus tard. Merci beaucoup, Martin. Je retiens entre autres que 20 des ménages qui bénéficient de dépannage alimentaire ont un emploi comme principale source de revenus, ce qui est pas mal inquiétant. Écoutez, maintenant, je suis très heureux de vous présenter Jacob Parisé. Jacob est vice-président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Sa fédération et l'Union étudiante du Québec ont lancé plus tôt cet automne une campagne nationale de mobilisation et de sensibilisation intitulée Renversons le poids de la précarité. Cette campagne-là demande, entre autres, d'investir dans des initiatives locales pour combattre l'insécurité alimentaire et apporter un meilleur soutien à la population étudiante. Donc, à toi, Jacob, et n'ajustez pas votre moniteur. On va prendre une petite pause de diapo PowerPoint. Allez-y, Jacob. Parfait, merci beaucoup. Oui, donc c'est ça. J'ai malheureusement pas de diapositive, donc je vais essayer de garder ça quand même le plus interactif que possible. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre du temps de votre midi pour justement là, venir écouter cette présentation. Donc, je m'appelle Jacob Parissé, je suis vice-président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. La FEC regroupe là, à peu près 70 000 personnes étudiantes collégiales dans 28 cégeps, dans 13 régions administratives. On est justement là, la seule association nationale qui représente seulement des étudiants collégiaux. Avant justement d'être à la FEC, j'étais au cégep de Chicoutimi où est-ce que j'ai effectué mon DEC en sciences humaines et où, dans le fond, j'étais président de l'association étudiante du cégep de Chicoutimi. Et donc, là, je vais être ici un peu pour vous présenter là, ce que le mouvement étudiant fait cette année dans le cadre justement là, de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc, ça a été mentionné là, que justement, cette année, la FEC et l'Union étudiante du Québec, on est en campagne justement pour renverser le poids de la précarité étudiante. Mais dans le fond, là, je vais vous ramener juste un tout petit peu avant, lors de notre congrès de juin, donc le premier congrès de notre mandat, puisque nos mandats commencent en juin. Lors de ce congrès-là, nos associations étudiantes membres nous ont mandaté de deux choses. La première, c'était de réfléchir à un plan de campagne qui allait justement toucher la précarité étudiante. Et dans quelques discussions, on avait notamment parlé d'insécurité alimentaire. Et le deuxième mandat qu'on nous a donné, c'était justement de rédiger un mémoire qui allait être présenté à notre congrès suivant en août, qui touchait justement de l'insécurité alimentaire d'un point de vue étudiant. Donc, on est arrivé ensuite à notre congrès d'août et notre coordonnateur aux affaires sociopolitiques, Olivier Désy, a justement là, déposé un mémoire sur l'insécurité alimentaire d'une perspective étudiante. Dans ce mémoire-là, on fait part là, de différents sujets, dont notamment là, les cafétérias dans les établissements collégiaux. Donc, le fait que justement, là, il y en a qui vont essayer des fois de se faire des profits sur le dos des étudiants, notamment quand c'est des organismes à but lucratif. Comparé à quand, après ça, par exemple, ça peut être des COPSCO, comparé à certains, dans certains cégeps. On mentionnait aussi là, justement le soutien qu'on croit que le gouvernement devrait apporter aux initiatives locales qui sont mises sur les campus. Et on faisait justement là, un peu un retour là, sur l'historique du mouvement étudiant dans le sujet de l'insécurité alimentaire. Quelques statistiques qu'on a pu sortir là, justement au cours de l'année, dont certaines justement sortent du bilan fin notamment, c'est le fait que la population étudiante est vraiment de plus en plus touchée par justement l'insécurité alimentaire. Et là, je parle vraiment de la population étudiante post-secondaire, donc collégiale, universitaire. L'année passée, au niveau justement là, des personnes étudiantes qui avaient recours au service d'emploi des banques alimentaires, c'est la statistique d'emploi était le pourcentage était de 9,5 %. Et les années, c'était 10,5 %. Donc, comme justement, là, on vient de le présenter, déjà les demandes sont en hausse. Eh bien, le pourcentage de la population étudiante est même encore plus grand qu'il l'était l'année passée. Là. Donc, on voit que la hausse chez la population étudiante serait même encore là, de manière plus importante. Et ça, vraiment, là, ça vient créer une certaine inquiétude de notre côté parce qu'on voit justement qu'il y a définitivement là, un problème à ce sujet-là. Et on voit que c'est encore un plus grand sujet quand on se rend compte que dans le milieu de l'enseignement supérieur, c'est un dossier qui n'est pas encore beaucoup discuté. Là. Cette année, c'est dans les premières fois là, que le sujet a été apporté
au ministère de l'Enseignement supérieur. Puis justement, là, le travail commence à ce sujet-là. On a aussi là, quand même certaines inquiétudes quand on se rend compte que dans là, justement ces personnes-là qui ont recours aux banques alimentaires, c'est 38% d'entre elles qui ont comme premier revenu les prêts et bourses. Donc, ça nous montre quand même que ces prêts et bourses-là, en plus, ne sont pas suffisants. Et quand, en plus, on prend en compte le fait que les personnes étudiantes ont des horaires préchargés, là, donc des études de beaucoup d'heures, des stages qui sont souvent non rémunérés, 84% des stages ne sont pas rémunérés, des emplois à temps partiel, des engagements. Il y a beaucoup aussi de la population, il y a beaucoup de personnes, des étudiantes justement, qui sont en situation de proche aidance également. Donc, leurs horaires là, sont très chargés. Donc, en plus de ça, aller dans les banques alimentaires, ça peut leur prendre un certain nombre de temps et en plus, ça prend aussi un certain transport. Donc, ça, selon nous, ça ne représente même pas en plus toutes les personnes qui vivent réellement de l'insécurité alimentaire là, d'un point de vue de la population étudiante. C'est pour ça justement là, que dans le cadre de notre campagne nationale Renversons le poids de la précarité, on met vraiment l'emphase sur les solutions locales qui peuvent être mises. Il y en a plusieurs qui sont déjà sur place. Justement, quand j'étais au cégep de Chicoutimi, là, à mon premier mandat, on a inauguré justement le frigo solidaire et le garde-manger du partage, qui est justement un projet qu'on a mis en place avec l'organisme Les Gratte-Puvard, qui vient déposer beaucoup de nourriture à chaque semaine. C'est un très beau projet, il fonctionne très bien, on en était content. Ce qui est par exemple très désolant de voir avec ce type de projet-là, puis je donne l'exemple de Chicoutimi, mais j'en vais avoir un autre après, c'est que le temps qu'on recevait la livraison de nourriture et qu'on allait porter la nourriture sur la table, dans le garde-manger, dans le frigo, il y avait déjà des étudiants qui commençaient à venir un petit peu s'attrouper autour justement là, de notre projet. Et vraiment, là, les gens arrivaient avec des sacs à dos, les gens arrivaient vraiment préparés avec beaucoup de nourriture. Dans le fond, ils partaient avec beaucoup de nourriture. Mais puisque c'est des projets étudiants, c'est difficile d'avoir, par exemple, des grandes quantités de nourriture. Justement, c'est au cégep de Gaspé, justement, notre association étudiante nous a mentionné que là-bas, c'est tout le temps la même heure, dans le fond, qu'ils vont aller déposer la nourriture dans leur projet. Et c'est rendu qu'il y a certaines personnes étudiantes qui ont pris en tête l'heure à laquelle, justement, l'association étudiante faisait ce travail-là et qui allaient justement au projet, dans le fond, où est-ce qu'il y avait la nourriture d'avance pour justement faire une ligne. Et quand l'association étudiante arrivait, il y avait déjà une file de personnes qui attendaient pour aller chercher de la nourriture. Donc ça, pour nous, là, c'est vraiment très préoccupant. C'est justement un peu comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une des premières années que justement le mouvement étudiant se penche sur le sujet. De notre côté, c'était le premier ou le deuxième mémoire, si je ne me trompe pas, qu'on faisait sur ce sujet. Et c'était une des premières fois que c'était dans le fond mis de l'avant d'un point de vue politique. Et c'est la première fois là, que c'est mis de l'avant là, comme notre plus grand enjeu là, donc dans notre campagne nationale. Qu'est-ce qui est difficile aussi là, d'un point de vue de mobilisation, c'est que l'insécurité alimentaire, c'est quand même un enjeu qui est assez stigmatisé. C'est dur de dire aux personnes justement de se lever et de dire je vis de l'insécurité alimentaire, j'ai besoin d'aide. C'est pas quelque chose qui est facile à faire, tout comme justement ce l'est pour la précarité étudiante. En plus, on reste avec toute la charge mentale que ça apporte. Un exemple là, qu'on donne là, des fois quand on en parle à des associations étudiantes, mais aussi à des parlementaires, c'est que justement, la personne étudiante ne pourra pas couper dans ses frais de scolarité. Sinon, elle risque de se faire exclure de son établissement. On a vu, c'est arrivé à l'UQAC il y a à peine quelques jours, 106 personnes qui ont été exclues. Elle ne peut pas non plus couper dans son logement, sinon, encore une fois, elle va se faire évincer. Donc, il y a certains trucs dans lesquels la personne étudiante ne veut pas pouvoir couper son budget. Donc, où est-ce qu'elle va plus facilement, et là je mets des très gros guillemets, par contre, pouvoir aller couper financièrement, ça va être justement dans son alimentation. Donc, ça va être de l'alimentation qui va être pas saine, qui va être pas en assez grande quantité, il va se priver par exemple de déjeuner, ou va se priver dans le fond d'une assez grande portion de nourriture. Donc ça, nous, c'est quelque chose qu'on trouve qui est très préoccupant. L'Union étudiante du Québec, justement, avait fait une recherche à ce sujet. Il y avait beaucoup de chiffres qui en sortaient, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui montraient que c'était même pas dans le fond, que l'alimentation n'était même pas où est-ce qu'elle devrait être là, par rapport au budget que ça prend là, chez les personnes étudiantes. Ensuite, là, si justement, sans trop non plus rentrer dans les détails, parce que je sais qu'on va en parler plus tard, d'un point de vue, là, c'est ça, des projets locaux. Cette année, là, dans le cadre de notre campagne, qu'est-ce qu'on demande vraiment, là, c'est que le gouvernement du Québec vienne aider la mise en place et la pérennité, justement,
des projets locaux parce que justement, ben, c'est pas facile nécessairement à garder en bonnes conditions. Les associations étudiantes, là, c'est des gens qui sont bénévoles, qui vont avoir peut-être à peine fait 1 mois dans leur cégep, qui n'ont aucune expérience nécessairement là-dedans. Donc, il y a beaucoup de roulements. Fait que ça peut rapidement devenir des projets qui sont un petit peu abandonnés ou laissés de côté. Il y a même certains campus dans lesquels, des fois, les administrations vont payer les associations étudiantes pour pouvoir avoir des projets. Donc, déjà que c'est des projets qui coûtent de l'argent, en plus, les administrations viennent donc ajouter des fois, là, c'est vraiment très. C'est pas souvent que ça arrive, mais c'est quand même un cas qu'on a déjà entendu, où est-ce que je pense que ça coûte de l'argent de plus juste pour pouvoir offrir ce soutien-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on trouve qui est surtout vraiment absurde, c'est le fait que justement, c'est de l'argent qui vient des cotisations étudiantes, donc l'argent des étudiants qui vient aider justement là, à financer ces projets-là. Donc, on mentionne justement que ça retourne aux étudiants, ça ne devrait pas être les étudiants eux-mêmes qui financent ces projets-là. Donc, nous, justement, là, c'est dans nos demandes cette année, l'instauration justement d'un programme de subvention qui vient aider là, autant à mettre en place ces projets-là que justement à s'assurer qu'ils peuvent rester en bonne santé. Et ensuite, là, c'est ça, on fait dans le fond beaucoup de pression là, médiatique et politique là-dessus cette année. Encore une fois, là, dans quelques jours, là, notamment, on devrait être à l'Assemblée nationale pour pouvoir justement évoquer le sujet. Et c'est dans nos demandes là, de l'année au niveau de nos soumissions prébudgétaires, encore une fois. Puis enfin, là, juste peut-être pour conclure rapidement, là, hier, on faisait une sortie médiatique sur, c'est juste un petit peu pour montrer à quel point l'insécurité alimentaire peut être reliée à beaucoup de sujets. Là, on a parlé tantôt notamment de la santé mentale, mais hier, on faisait une sortie médiatique par rapport aux absences. Dans le fond, la pénalisation de l'absentéisme. Qu'est-ce qu'on venait dire? C'est que selon nous, on ne devrait pas pénaliser les étudiants et étudiantes qui doivent manquer des cours. Selon nous, ça ne fait pas de sens. Et qu'est-ce qu'on vient dire avec ça? C'est que justement, tantôt, je mentionnais que c'est difficile des fois pour des personnes étudiantes d'aller dans des services comme par exemple justement les banques alimentaires parce que justement, elles n'auront pas le temps parce qu'elles vont être en cours ou elles vont être en stage et ça ne rentre pas dans leur horaire. Bien, qu'est-ce qu'on vient dire? C'est que justement, la personne étudiante qui aurait malgré tout vraiment besoin d'aller par exemple dans les banques alimentaires pour aller chercher de la nourriture, mais que c'est pendant son cours, elle ne pourra pas manquer son cours parce que sinon, on risque de l'exclure de son cours, l'exclure même du cégep, lui faire couler le reste de sa session. Donc, il y a des grandes conséquences et ça ne prend pas en compte l'insécurité alimentaire. Donc, on a justement une demande précise dans le cadre de notre campagne, mais juste pour conclure, je crois que qu'est-ce que je voudrais conclure avec, c'est le fait que justement, selon nous, l'insécurité alimentaire, surtout d'un point de vue donc, étudiant, devrait plus être pris en compte parce que c'est vraiment multifacette et ça touche là, plusieurs enjeux que la population étudiante peut vivre quotidiennement. Merci infiniment, Jacob, pour cet éclairage-là. Je pense on peut tous être d'accord pour dire que les jeunes du postsecondaire, puis les jeunes de 18 ans et plus, sont un peu dans l'angle mort de l'insécurité alimentaire. On s'imagine que magiquement, ils vont réussir à manger ou à se passer de manger. Merci beaucoup pour cet éclairage-là. Je pense que c'est vraiment, ça apporte une contribution importante là, à l'ensemble de la question. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Sandy Torres. Sandy détient un doctorat en sociologie de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, en France, et un certificat en rédaction professionnelle de l'Université Laval. Elle est chercheuse à l'Observatoire depuis 4 ans, où elle travaille, entre autres, sur les inégalités en matière de santé, de logement, de patrimoine et de revenus. Auparavant, elle a exercé la recherche sociale appliquée pour les organisations de la société civile et des institutions. Plusieurs de ses travaux ont porté sur les conditions de logement, les retombées du logement social et communautaire et la lutte contre la pauvreté au Québec. Alors, à toi, Sandy. Merci François. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment honorée de faire partie de ce panel et je vous remercie pour votre présence. L'année dernière, on évoquait le rôle amplificateur de l'inflation pour expliquer la hausse de l'insécurité alimentaire. Et cette année, vous ne serez pas surpris qu'on mette l'accent plus largement sur la crise du logement comme facteur explicatif aggravant.
Alors, en préambule, je voudrais rappeler justement ce qu'on entend par crise du logement et souligner les différentes facettes là, que cette crise peut prendre et facettes d'ailleurs qui sont étroitement liées entre elles. Comme vous le savez, il s'agit surtout d'une crise de l'abordabilité en raison de la hausse des prix des loyers, évidemment, mais aussi de la hausse des prix, de la hausse de la valeur des biens immobiliers. Bon, ces hausses s'observent quand même depuis au moins 2 décennies, avec certaines fluctuations. Mais ce qu'on remarque là, c'est que la hausse moyenne des loyers observée en 2023 par rapport à l'année 2022, cette hausse était la plus forte enregistrée depuis environ 30 ans. On parle de la hausse des loyers. Alors, le caractère abordable du logement, ça dépend aussi des capacités financières des personnes, évidemment. Et pour plusieurs ménages, les revenus et les hausses de salaire n'ont pas suivi. La disponibilité, une autre facette, un autre grand défi en fait qui alimente d'ailleurs aussi la hausse des prix. Il y a un manque de logements locatifs, on va y revenir de suite après, mais il y a aussi en particulier un déficit chronique de logements sociaux et abordables. Alors, on parle beaucoup de prix, de pénurie, mais il y a aussi la qualité des logements qui est un autre enjeu de cette crise, sachant par exemple que toute une partie du parc locatif est vieillissant. Et enfin, on assiste aussi à une précarisation résidentielle grandissante. Il y a plusieurs recherches actuellement qui se penchent là-dessus et dont les cas extrêmes se manifestent par des expulsions. Mais l'insécurité résidentielle, c'est plus large. En fait, ça fait aussi bien référence à la peur de ne pas pouvoir rester dans ce logement qu'à l'impossibilité d'en changer également. Donc, il y a aussi l'idée d'être captif de son logement qui participe de cette insécurité résidentielle. Alors, c'est une brève mise en contexte là, de la crise du logement. Il y a d'autres aspects, mais disons que ça met un peu la table. Et autre préambule, l'autre élément que j'aimerais amener ici, c'est que cette crise du logement, mais je me doute que vous le savez, mais elle affecte tout particulièrement les ménages qui sont locataires. Alors, les quelques indicateurs que vous avez sous les yeux illustrent leur plus grande vulnérabilité à partir d'indicateurs classiques que vous connaissez aussi, certainement le taux d'effort. Vous voyez qu'il est plus important chez les locataires que chez les propriétaires. Entre parenthèses, c'est une donnée qui date du recensement de 2021. 2021, précisément une année, pour faire du pouce sur ce que Martin disait, Tacha, une année où on avait l'effet de la PCU et qui a fait en sorte que ce taux d'effort a baissé. Donc là, pour les années suivantes, on peut s'attendre à ce qu'il remonte. Je ne rentre pas dans le détail des définitions, j'imagine que vous les connaissez, mais vous pouvez aussi les retrouver auprès par exemple, du site de la SCHL. Les difficultés de logement, autres que l'abordabilité, sont aussi plus importantes chez les locataires. Vous le voyez avec le besoin de réparation majeure, par exemple, mais aussi avec l'insuffisance de la taille du logement. Et enfin, le taux d'inoccupation qui ne concerne que le marché locatif, lui, va témoigner du niveau de la pénurie d'appartements. Il se situe, ce taux d'inoccupation, bien en dessous du point d'équilibre qui se situe à 3%, donc d'équilibre entre l'offre et la demande, et ça depuis plusieurs années, en fait, même avant la pandémie. Et ce taux-là, vous voyez, est tombé à 1,3% en 2023 au Québec, avec des variations régionales, mais c'est un problème là, qui s'observe à la grandeur du Québec. Et il s'approche du creux historique que l'on avait vu au début des années 2000, en 2002 précisément, où ce taux-là était à 1,2%. Et enfin, les locataires sont évidemment les premiers concernés par l'insécurité d'occupation, avec notamment la hausse de la demande d'aide pour éviction, qui est en augmentation constante là, depuis 2020. Alors, comme vous allez le constater dans la mise à jour de certaines données et mise à jour inédites que vous avez sous les yeux, les ménages locataires sont plus vulnérables à l'insécurité alimentaire.
On le savait déjà, mais ces données-là que vous avez, vous ne les trouverez pas ailleurs pour 2002. Donc, vous avez présenté sous les yeux des données qui présentent les 3 niveaux d'insécurité alimentaire ainsi que l'insécurité alimentaire totale pour les personnes qui vivent dans les ménages privés. Et donc là, qui sont distribuées selon le mode d'occupation. Au Québec en 2022. Ce sont des données qui sont tirées de l'enquête canadienne sur le revenu de Statistique Canada. Et c'est une compilation spéciale qu'a effectuée mon collègue Geoffroy Boucher, économiste à l'Observatoire, là, pour vous spécialement aujourd'hui. Et j'ai le privilège de vous présenter donc ces données originales pour l'année 2022. Donc, premièrement, on voit très bien que les ménages locataires sont plus susceptibles de se trouver en situation d'insécurité alimentaire, avec 26,3% au total, par rapport aux ménages qui vivent dans un logement dont ils sont propriétaires. Il y en a quand même 9,2% qui vivent de l'insécurité alimentaire. Et deuxièmement, si l'on regarde là, les niveaux d'insécurité alimentaire, on constate que l'écart selon le mode d'occupation est plus important pour l'insécurité alimentaire qui est modérée ou grave. Donc, en d'autres termes, plus l'insécurité alimentaire est intense finalement et plus l'écart entre locataires et propriétaires est important. Sur la prochaine diapo, j'attire votre attention là sur l'évolution de la prévalence de l'insécurité alimentaire totale, cette fois, sur 5 années, donc de 2018 à 2022. Vous voyez que si on regarde les années 2019, 2020, 2021, il semble que l'écart, en fait, entre les personnes qui vivent dans un ménage locataire et celles qui vivent dans un ménage propriétaire, il semble que cet écart se soit réduit. Par contre, si vous regardez 2022, complètement à droite, c'est en 2022 là, que l'écart est le plus grand entre locataires et propriétaires. Et on voit aussi que les niveaux d'insécurité alimentaire sont plus élevés pour, que ce soit pour les locataires ou pour les propriétaires. Alors, comment on explique brièvement, pour donner quelques pistes, cette plus grande vulnérabilité des locataires à l'insécurité alimentaire? On peut rester sur cette diapo. Il y a certaines études qui laissent penser qu'il y a en fait un effet protecteur de la propriété. Cela dit, il y a des nuances à apporter parce qu'on sait qu'il y a des disparités au sein même des propriétaires, et notamment selon qu'ils ont une dette hypothécaire ou pas. Mais quand même, les études scientifiques démontrent qu'il y a une forte relation entre le fait d'être propriétaire de son logement et d'avoir une moindre prévalence de l'insécurité alimentaire. Cela dit, l'autre explication, la plus grande vulnérabilité des ménages locataires face à l'insécurité alimentaire, elle est surtout le résultat de caractéristiques en fait socio-économiques qui sont distinctes. Vous savez que les ménages locataires, dans le contexte du logement québécois et canadien ou nord-américain, on pourrait dire, ils vivent davantage avec des revenus faibles ou modestes. Ce sont des ménages qui sont plus jeunes. Ce sont également des ménages où la proportion de personnes seules est plus importante. Puis, bon, en gros. Donc, on en revient finalement aux revenus. C'est ce que la diapositive suivante illustre. Le fait de vivre de l'insécurité alimentaire, vous le savez bien, est étroitement associé au niveau de revenus. Le graphique là, que vous avez sous les yeux présente donc la proportion de personnes dans les ménages privés qui sont en situation d'insécurité alimentaire totale, sans distinguer les différents niveaux, et qui est distribuée selon leur niveau de revenu. Alors, vous avez là aussi la primeur des données pour 2002. On peut voir beaucoup de choses sur ce graphique. Je m'excuse, il y a pas mal de chiffres, mais en fait, ce ne sont pas tant les pourcentages qui sont importants, mais plus l'illustration des proportions. Tout d'abord, d'une façon générale, je vous inviterai à regarder la série de barres qui est complètement à gauche de votre écran. Pour l'année 2018, on voit qu'il y avait 25% des personnes appartenant au premier quintile de revenus, soit les 20% les plus pauvres, qui vivaient de l'insécurité alimentaire en 2018. Donc, ça représentait un quart des personnes du premier quintile contre 2%
des 20% les plus riches. Et ensuite, toujours sur cette année 2018, on voit très bien que l'insécurité alimentaire est inversement associée aux revenus. Donc, en fait, elle évolue selon ce qu'on appelle un gradient social, c'est-à-dire qu'on observe des écarts là, qui varient graduellement selon un critère. Ici, c'est le revenu. Et donc, plus le niveau de revenu des ménages augmente et moins ils sont susceptibles de vivre de l'insécurité alimentaire. Alors, ce qui, entre autres, est intéressant dans ces données-là, dans ces nouvelles données, c'est que ce gradient, il semble moins fonctionner pour l'année 2022. Là, je vous invite à regarder complètement à droite du graphique. Bon, on va se laisser un peu de temps pour interpréter ce qu'on voit là. Il y a beaucoup de choses, parce que ces données, on les a reçues il n'y a pas si longtemps. Mais il semble donc qu'on a des écarts qui s'estompent là pour les 3 quintiles du milieu. Et en particulier, on remarque une hausse assez importante de l'insécurité alimentaire pour les 3e et 4e quintiles là, qui sont figurés en jaune et en bleu clair. Voilà. Donc, on remarque aussi en 2022 que l'écart se creuse à nouveau aux extrémités de l'échelle des revenus entre les plus pauvres et les plus riches. Alors, si je terminerai cette mise à jour finalement avec l'évolution entre 2018 et 2022 de l'insécurité alimentaire totale, selon cette fois la source du revenu. Et ça va faire du pouce sur ce que j'ai entendu tantôt. Alors, seulement quelques sources de revenus sont illustrées. Concernant la première source de revenus, on voit que parmi les personnes qui ont des revenus de prestations d'assistance sociale, il y en a 37,5% en 2022 qui se trouvaient en situation d'insécurité alimentaire, marginale, modérée et sévère, toute l'insécurité alimentaire confondue. Alors, cela reste considérable comme proportion. Malgré tout, on observe une amélioration par rapport aux années précédentes, notamment 2018, où c'était la moitié des prestataires là, qui étaient confrontés à ces difficultés-là. Et je terminerai là-dessus. Là, on constate aussi que le fait d'avoir un emploi, comme on disait tantôt, ça ne protège pas forcément contre l'insécurité alimentaire. En fait, on voit que la proportion des personnes qui ont un revenu d'emploi vivant de l'insécurité alimentaire, il augmente tranquillement d'année en année et pour atteindre 15,6% en 2022. Alors pour conclure, bien l'insécurité alimentaire continue à toucher des personnes qui ont évidemment des très faibles revenus et faibles revenus, et elle tend à concerner de plus en plus là, des personnes qui ont un revenu d'emploi et fort probablement en fait de faibles salaires ou de faibles revenus de travail autonome. Merci infiniment, Sandy, pour ces données inédites, et je précise que nous allons produire un article dans les prochains jours avec ces données inédites-là. Ça nous fera plaisir là, de partager avec vous cet article-là. Pour compléter ce tour d'horizon, je présente Dany Martin. Dany coordonne le collectif québécois de la Coalition pour une saine alimentation scolaire depuis sa création, donc en 2020. Dany est impliquée dans le monde alimentaire depuis longtemps. Elle a participé à des projets universitaires dirigés par des étudiants sur l'écologie alimentaire et sociale, ce qui l'a amené à travailler en tant que coordonnatrice du marché fermier de l'UQAM, puis aux communications du Réseau pour une alimentation durable, où elle a connu le mouvement pour l'alimentation scolaire. Alors, à toi, Dany, pour cette importante contribution pour nos enfants. Merci, François. Donc, on peut aller à la première diapo. Merci tout le monde d'être là. Donc oui, je vais vous parler un petit peu rapidement de l'état de l'alimentation scolaire au Québec et au Canada. Et on peut aller à la prochaine diapo. Je présente un peu, dans le fond, le collectif québécois
que vous voyez au centre, c'est vraiment la branche québécoise d'une grande coalition canadienne qui s'appelle la Coalition pour une saine alimentation scolaire. Donc, cette coalition travaille avec plus de 300, maintenant on est rendu à plus de 345 membres à travers le Canada, donc des membres organisationnels qui sont dans toutes les provinces et territoires, des organisations qui travaillent de près ou de loin dans les programmes d'alimentation scolaire, donc certains plutôt en sécurité alimentaire des jeunes, d'autres qui opèrent concrètement dans les écoles des programmes d'alimentation scolaire. Et au Québec, on regroupe plus de 105 membres de ces membres qui sont au Québec. Donc, il y a vraiment quand même un grand mouvement au Québec pour l'alimentation scolaire. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent, pour cet enjeu-là. Et on travaille avec 4 différents champs d'action, donc vraiment au niveau de la mobilisation pour arriver ensemble à travailler vers un programme d'alimentation scolaire. On travaille aussi vraiment beaucoup au niveau du plaidoyer, donc on se positionne vraiment en collaboration avec le gouvernement pour tenter d'arriver à agrandir, à accroître les programmes d'alimentation scolaire et éventuellement arriver à un accès universel. La collaboration entre les organisations, donc beaucoup d'organisations qui vont vraiment s'inspirer l'une de l'autre au niveau des modèles, au niveau des bonnes pratiques, même au niveau du Canada à l'international. Donc, il y a beaucoup de choses, de partage qui se fait là, à travers le pays qui est super intéressant et on collabore aussi avec les recherches. On peut aller à la prochaine. Donc, on a fait quand même un bon tour de l'enjeu de la sécurité alimentaire avec toutes les autres qui ont présenté avant. Mais au niveau des enfants, ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on a dit, une difficulté à accéder à des aliments sains, mais on apporte aussi au niveau du volet, un peu comme Tasha avait présenté au début, au niveau de la littératie alimentaire qui devient de plus en plus faible ou de plus en plus basse. Donc, ce qui crée une alimentation chez les jeunes insuffisante, malsaine, qui affecte les enfants de tous les milieux. Donc, c'est pas seulement les enfants qui viennent de ménages en insécurité alimentaire, mais il y a aussi des enfants qui vont avoir des boîtes à lunch avec pas nécessairement des lunchs qui sont sains, qui sont complets, parce que toutes sortes de raisons, parents pressés, manque de littératie alimentaire de la famille. Donc, il y a vraiment toutes sortes de raisons qui affectent les jeunes de tous les milieux. Puis, ça a des conséquences évidemment négatives sur, on peut penser, tout ce qui est la santé physique, mentale, la santé globale. On parle beaucoup de la réussite scolaire, donc sur les résultats scolaires. Je pense que vous pouvez tous vous l'imaginer, qu'un enfant en classe qui entend son ventre gronder, la difficulté à se concentrer, puis avoir des bons comportements en classe et arriver à son plein potentiel pour la réussite scolaire. Et ce qui amène aussi, qui peut aussi amener parfois vers le décrochage scolaire. On sait qu'au Québec, on travaille très fort là-dessus. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur le contexte qui peut aggraver cette situation des enfants au niveau de leur alimentation, parce qu'on a fait un bon tour de roue avec les autres, mais je les ai quand même nommés ici. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, au Canada, j'ai mis quelques petites stats. Là, ça fait, c'est vraiment un tout petit portrait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le Canada accuse quand même un retard assez grand comparé aux autres pays riches ou comparables dans le monde. D'après un rapport de l'UNICEF, on se classe 37e sur 41, donc quand même dans le bas en ce qui a trait à donner l'accès aux aliments sains aux enfants et aux jeunes. Donc, c'est quand même, on a quand même surtout... on se retrouve surtout là parce qu'au niveau de l'école, donc là où l'enfant passe une grande partie de sa journée, on est très en retard au niveau des programmes d'alimentation scolaire. On voit qu'au pays, il y a 12% des enfants du primaire qui peuvent bénéficier des repas subventionnés à l'école. Donc, on ne parle pas aussi des parents qui achètent des repas traiteurs, on parle plutôt justement des programmes d'alimentation scolaire qui sont offerts par des organisations ou des repas qui sont subventionnés. Mais on voit qu'ailleurs dans le monde, la moyenne se retrouve autour de 61% dans les pays qui sont comparables au Canada. Donc, on a quand même un grand écart ici au Canada au niveau de donner accès et d'enlever les barrières économiques pour que les enfants mangent bien à l'école. Surtout qu'il y a un enfant sur 4 qui vit dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire au Canada. J'espère que ça fit avec les autres stats qui ont été présentées parce qu'il y en a beaucoup. Mais quand on regarde aussi au niveau, on en a parlé, là,
au niveau de certaines populations, des enfants des communautés noires et des communautés autochtones, métis, inuits, les pourcentages augmentent énormément. Donc, on voit qu'il y a énormément de travail à faire avec certaines communautés aussi, plus précisément. Je vais passer à la prochaine. Yes. Au Québec, ça ressemble à quoi plus précisément? Donc, j'ai mis plusieurs choses au niveau du Québec. Premièrement, ben, il faut quand même souligner que, bon, ces stats-là qui sont pour le Canada, il y a des stats aussi qui se retrouvent pour le Québec au niveau de la consommation des fruits et légumes. Il y a justement un rapport sur l'état de santé des jeunes qui est sorti cette semaine, puis on voit qu'il y a une diminution même des élèves du secondaire qui déjeunent. Donc, c'est quand même, on voit que ça s'améliore pas nécessairement. Le gouvernement prend quand même certaines mesures, donc le budget augmente quand même tranquillement à chaque année pour soutenir l'aide alimentaire dans les écoles, mais on voit que c'est quand même très insuffisant. Ça équivaut à peu près à 38 sous par élève par jour, donc on ne peut pas aller vraiment très loin avec ça. On se retrouve à peu près, j'ai pas mis le graphique, mais on se retrouve à peu près au niveau moyen en termes de comparaison avec les autres provinces, combien on investit par enfant par jour d'école. Donc, on n'est pas dans les pires, on n'est pas dans les meilleurs. Donc, il y a encore beaucoup de place à amélioration en termes de soutenir les programmes d'alimentation scolaire qui offrent des aliments sains dans les écoles. Il y a le graphique ici, je trouve intéressant. Je sais que c'est très petit, je ne m'attendais pas que vous pouviez nécessairement voir, mais vous aurez accès aux diapos. Il y a l'IRIS qui a publié un rapport l'année passée, en 2023, qui fait aussi un très bon état des lieux de l'alimentation scolaire au Québec, au Canada, en comparant un peu aussi à l'international. Puis, il y a eu un recensement de l'état des lieux dans les différentes régions quant à l'accès à un service de repas dans les écoles par région. Et on voit que tout en haut, ben, vous ne voyez pas, mais tout en haut, il y a Côte-Nord et on voit que dans les écoles primaires, il y a 0%. Il n'y a aucune école primaire où les enfants ont accès à un service de repas à l'école. Donc, il y a une grande disparité avec tout en bas où il y a Laval, où je pense que c'est presque 100% des écoles où il y a accès à un service de repas. Ça ne veut pas dire que c'est un service de repas subventionné, ça peut être un service de repas payant. Donc, ça ne veut pas dire que l'enfant, même si c'est offert, qu'il a économiquement les moyens, que la famille a les moyens de le payer. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'inégalités entre les écoles, entre les différentes régions. Ça ressemble un peu aussi à ça au niveau des programmes d'alimentation scolaire. Donc, on en a des programmes d'alimentation scolaire qui donnent accès à tous les enfants dans l'école. Il y a à peu près 45 différentes organisations qui sont impliquées dans des programmes qui offrent un service alimentaire dans l'école. Il y a à peu près, dans nos recensements, un peu plus que 650 écoles qui auraient un programme qui offre un programme d'alimentation scolaire qui est subventionné. Mais ça ne rejoint pas le plus de 2000 écoles qu'on a au Québec. Et au niveau de la littératie alimentaire aussi, il y a à peu près une 30-40 d'organisations qui vont offrir des programmes dans les écoles. Mais encore une fois, c'est très insuffisant pour aller toucher tous ces enfants qui en ont besoin. Si ça vous intéresse d'avoir un peu plus un meilleur portrait de qu'est-ce qui se passe au Québec en termes d'alimentation scolaire. J'ai mis là en lien notre rapport qu'on a publié en 2023 au sein du projet Chantier PASUC, donc PASUC pour Programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. Il y a beaucoup d'informations là-dedans qui est super intéressant. On peut aller à la prochaine. Donc, pour cet enjeu-là, je commence déjà à rentrer dans la solution, François. Je pense que on va en parler un peu plus tard, mais les programmes d'alimentation scolaire, c'est vraiment une solution pour diminuer l'insécurité alimentaire des jeunes qui peuvent ressentir à l'école. Donc, c'est pas une solution pour l'insécurité alimentaire at large en général, mais vraiment pour une grosse partie de leur temps qui vont passer, qui est à l'école. Les programmes qui améliorent l'accès à une alimentation saine, puis acquérir des connaissances puis des comportements sains dès le plus jeune âge, c'est vraiment reconnu comme une politique de base essentielle pour la promotion de la santé aussi. On peut passer à la prochaine.
Ici, je vous ai mis, je n'ai pas le temps de passer à travers chacun d'eux, mais il y a énormément de bienfaits au niveau des programmes d'alimentation scolaire. Donc, on pense souvent à juste nourrir les bedons, diminuer puis enlever la faim, mais il y a vraiment beaucoup d'autres impacts et bienfaits positifs. On peut penser, comme je disais, à la réussite scolaire. On peut penser à des pratiques éco-responsables et durables qui viennent avec ces programmes-là lorsqu'ils sont bien implantés, avec des aliments locaux, avec du compostage dans l'école. On peut aussi penser au niveau du développement économique des communautés. Donc, au Québec, on a un programme qui s'appelle, par exemple, la Cantine pour tous, qui travaille avec des traiteurs sociaux, où ils sont des entreprises sociales qui font de la réinsertion sociale, qui font toutes sortes d'autres services alimentaires pour la communauté. Et donc, ça permet vraiment à ces organisations-là aussi, en livrant des repas subventionnés aux écoles, de venir avoir une stabilité au niveau de leurs revenus pour offrir tous les autres programmes dans la communauté. Donc, on a vraiment un impact multisectoriel. Puis aussi, ça devient vraiment un précieux allié au niveau des familles pour alléger le poids sur leur budget pour devoir faire des repas puis des lunchs à l'école à chaque jour. On peut passer à la prochaine. Ici, je voulais juste rapidement démontrer qu'il y a une étude super intéressante qui est sortie aussi il n'y a pas si longtemps, qui est la logique économique des investissements dans les programmes d'alimentation scolaire. Donc, je n'ai pas mis de chiffres nécessairement ici, mais c'est encore une fois pour démontrer les multiples bienfaits et impacts des programmes d'alimentation scolaire. C'est un recensement des recherches autour du monde. Donc, juste pour en nommer quelques-unes, il y a des recherches qui démontrent les améliorations dans les résultats d'apprentissage des élèves vraiment à long terme. Il y a des pays qui ont vraiment fait des recherches avant, pendant et après. Des élèves qui avaient eu accès à des programmes d'alimentation scolaire, ils voyaient que même leurs revenus tout au long de leur vie après étaient plus hauts que ceux qui n'avaient pas eu accès. On voit vraiment que ça réduit les dépenses en santé, ça c'est quand même un no-brainer. Ça renforce les différentes communautés, les communautés autochtones surtout qui en ont grand besoin, là, on a vu avec les autres statistiques. Puis on voit vraiment un retour sur investissement qui est quand même assez élevé, là, dépendamment des pays puis dépendamment de qu'est-ce qu'on regarde, qui peut être de 2,5 à 7 fois en termes de santé humaine, d'avantages économiques dans des pays qui sont comparables au Canada. Donc, si vous avez des conversations là-dessus, des gens qui sont vraiment tournés sur le côté rentable et retour sur investissement, allez lire cette recherche-là. Ce rapport-là, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes là-dedans. On peut passer à la prochaine, puis je vais terminer bientôt. Je pense que je dépasse mon temps. Notre vision à la Coalition pour l'alimentation scolaire, c'est vraiment un programme d'alimentation scolaire universel, donc qui ne stigmatise pas, qui est offert à tous les enfants dans une même école. On se base sur 8 principes directeurs ici pour c'est quoi nos programmes, c'est quoi un programme idéal dans notre esprit. Puis on vise vraiment à offrir des repas qui sont sains, durables, à un prix abordable. Puis aussi une éducation alimentaire de qualité aux enfants tout au long de leur parcours scolaire, là, vraiment du préscolaire au secondaire dans les écoles publiques. Je vais passer à la prochaine. Au niveau je voulais juste faire un petit touch vraiment rapide parce que je sais qu'il y en a qui auront peut-être des curiosités à propos de ça. Oui, le Canada a mis en place un programme national d'alimentation scolaire. Donc, il y a fait une annonce historique au budget d'avril dernier de 1 milliard sur 5 ans. En ce moment, il y a 3 provinces qui ont signé avec le fédéral pour recevoir leur part de ce milliard-là. Donc, Terre-Neuve-Labrador, Manitoba, Ontario qui a signé juste la semaine passée. Donc, qui vont recevoir ces sommes-là, puis qui va vraiment venir s'ajouter à leur programme existant. Donc, ce n'est pas un nouveau programme, ce n'est pas quelque chose qui va arriver comme ça, c'est juste pour que les provinces puissent insuffler plus d'argent dans leurs canaux et dans leurs programmes qui sont vraiment déjà existants. Donc, on espère qu'au Québec, ça va s'en venir bientôt. Peut-être un cadeau de Noël, on espère. On peut passer à la dernière, donc je voulais juste vous dire merci de votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Dani. En fait, merci Tasha, Martin, Jacob, Sandy et Dani pour ces portraits qui ne sont pas réjouissants, mais qui démontrent qu'il y a des initiatives et des organisations de la société civile, dont les vôtres, qui ne sont pas prêtes à laisser des gens derrière. Et justement, on va aborder, avant de poser ma question sur les solutions, si je comprends bien, en fait, il y a 3 niveaux d'intervention qui sont simultanément indispensables ou pertinents face à l'insécurité alimentaire. Un premier niveau d'intervention, c'est les réponses qui sont
nécessaires et immédiates à court terme pour répondre à des besoins pressants, à des situations d'urgence de personnes et de familles qui ont faim. C'est le rôle des banques alimentaires, du dépannage alimentaire. C'est le cas de plusieurs initiatives communautaires aussi, comme les repas communautaires, les repas aux collations gratuites dans certaines écoles, les frigos alimentaires, etc. Donc, ça, c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau que je comprends, c'est de proposer aux gens en insécurité alimentaire qu'ils peuvent de participer à des initiatives dont l'objectif est de leur permettre d'agir sur leur situation, de l'améliorer. On parle ici de jardins communautaires ou encore d'ateliers de cuisine ou même la mise sur pied d'épiceries solidaires où on peut trouver des aliments frais à bas prix. Un troisième et dernier niveau d'intervention face à l'insécurité alimentaire, et c'est là où je veux en venir, et que vous faites aussi chacun à votre manière, c'est davantage de l'ordre du plaidoyer. En particulier, chacun de vous plaide auprès des autorités gouvernementales pour soutenir de diverses façons le relèvement du pouvoir d'achat des personnes et familles les plus démunies et qui sont les plus touchées par l'insécurité alimentaire. Donc, ma question pour vous, c'est d'après vous, quels sont les exemples de solutions qui peuvent contribuer à réduire durablement l'insécurité alimentaire et qui peuvent même aider à la prévenir? Sacha? Merci beaucoup, François. J'ai beaucoup aimé la façon, en fait, que vous avez fait le synopsis des différentes pistes d'intervention. Puis si j'avais décidé de passer à travers notre théorie de changement au dépôt, en fait, on aurait touché ces trois volets. Puis le volet de la plaidoirie chez nous, c'est un volet qu'on est, on est en train de grandir et de réfléchir plus. Et justement, c'est parce qu'on sait que si on ne le fait pas, mais la demande pour les services de dépannage ou de repas communautaires vont augmenter. Donc, on doit agir plus dans les enjeux structurants. Et je voulais juste mentionner que les banques alimentaires étaient créées dans les années 80 comme pendant une récession économique, comme une mesure temporaire. Et malgré ça, on voit que ça augmente l'usage, le besoin pour ça par les citoyens et les résidents de notre pays augmente à tous les années, depuis les années 80, même si c'était prévu comme une mesure temporaire. J'ai beaucoup aimé les diapos et les interventions de Sandra parce que ça démontre très clairement que l'enjeu de l'insécurité alimentaire est lié à la pauvreté. Donc, c'est un enjeu de revenus. Et on a vu avec le PCU, le PCRE, que justement, la solution à l'insécurité alimentaire, c'est d'augmenter les revenus. Puis nous, avec le dépôt qui fait partie d'un réseau pan-canadienne, les centres communautaires en alimentation, voit qu'une des portes, un des leviers qu'on a, c'est un repensement ou un réfléchir de nouveau du système de TPS, TVH, pour créer une genre d'allocation de base, une allocation pour l'épicerie et les besoins de base qui utiliserait justement l'architecture du TPS TVQ, pas TPS TVH. Et on sait, on vient de voir que le gouvernement fédéral, dans le budget de novembre, ouvre encore plus la porte parce qu'ils ont donné une allocation de 250 $ d'une fois. Mais ce que nous, on vit, c'est d'utiliser cette architecture-là pour offrir quelque chose qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus constant, une prestation d'environ 150 $ par mois, par famille, et ça serait calculé selon les revenus en utilisant une architecture qui existe déjà et qui ferait vraiment augmenter le revenu de presque 10 millions de familles à travers le pays. Alors, on est en train de monter des campagnes autour de ça. Puis, il y a des études de Proof, une centre de recherche à Toronto, qui démontrent que les seules politiques qui n'ont jamais fonctionné
pour changer l'insécurité alimentaire des gens et des familles, c'est l'augmentation du revenu. Ce n'est pas pour dire qu'un PASU qui n'est pas hyper important aussi, je suis impliquée dans ça aussi, mais je pense qu'il faut penser aussi de façon globale et vraiment travailler sur le revenu. Merci. Merci, Tasha. Martin? Bien, en fait, je rejoins Tasha, effectivement, que si on veut contrer de façon durable l'insécurité alimentaire, il faut travailler contre la pauvreté. Ça prend plus de revenus dans les poches des gens pour qu'ils puissent se nourrir eux-mêmes. Je rejoins aussi, nous, on est membre d'un autre réseau qui est Banque Alimentaire Canada qui demande aussi une augmentation du crédit d'impôt pour le TPS parce qu'effectivement, ça serait une manière rapide d'agir parce que la formule existe déjà. Si le crédit d'impôt était augmenté, ça pourrait permettre rapidement au gouvernement du Canada de redonner de l'argent dans les poches des gens. Bien entendu, les banques alimentaires, on n'est pas des spécialistes de l'aide sociale, mais la question du logement qui a été abordée tantôt aussi, la crise du logement, et je le confirme, pour nous, dans les dernières années, dans la dernière année plus particulièrement, on a eu au départ, là, on mentionnait la pandémie. Ensuite, ça a été l'inflation qui a été un facteur très, très avancé par les gens comme cause principale pourquoi ils fréquentaient les banques alimentaires. Maintenant, ce que nous disent les organisations sur le terrain, c'est beaucoup la crise du logement. Le loyer qui est plus cher, qui est payé à chaque mois, fait en sorte que les gens n'ont pas suffisamment d'argent pour se nourrir. Donc, ça, puis pour ce qui est des travailleurs, le salaire minimum, quand on voit qu'un nombre de travailleurs importants, toujours de plus en plus importants, fréquentent les banques alimentaires, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau des salaires payés pour les gens qui ça ne leur permet pas de se nourrir adéquatement. Donc, c'est un ensemble de mesures, mais le point commun de ces mesures-là, c'est qu'il faut que les gens aient plus d'argent pour se nourrir eux-mêmes. Et oui, effectivement, comme je le mentionnais à la fin de ma présentation, on demande, je pense qu'il serait peut-être utopique de penser que les banques alimentaires n'existeront plus, mais ils pourraient certainement exister beaucoup moins et on en serait très heureux. Merci, Martin. Dans le fond, vous plaidez pour l'amélioration du filet social. Puis, Jacob, je vous passe la parole justement parce que vous aussi, dans le fond, c'est améliorer les revenus des étudiants par une reformulation du régime des prêts et bourses. Je vous laisse y aller. Oui, ben exact, c'est ça. J'ai beaucoup apprécié les interventions qui viennent d'être faites. Et justement, là, j'ai pu un peu parler sur notre campagne qu'on fait cette année, la version de pas de la précarité. Je me suis surtout logiquement concentré sur ce qu'on suggère, ce qu'on demande, dans le fond, en termes d'insécurité alimentaire. Mais par contre, nos deux autres solutions sont la rémunération des stages ainsi que l'actualisation du calcul des prêts et bourses. Donc, c'est pour ça que je rejoins justement ce qui a été dit au niveau de c'est plus combattre la pauvreté aussi qui va pouvoir à la fin nous aider à lutter contre l'insécurité alimentaire. D'un côté, c'est beaucoup ça qu'on ressent. Puis là, on parle même de la pauvreté, mais justement avec des stages rémunérés, pour tout, je parlais justement des horaires très chargés pour la population étudiante. Ben, avec des stages rémunérés, les personnes étudiantes auraient peut-être moins besoin de se prendre des longues heures de travail, plus de temps ensuite justement, d'aller faire l'épicerie, parce que des fois, c'est un manque de temps aussi. Là, la personne pourrait avoir l'argent, mais n'a juste pas le temps d'aller justement se chercher une bonne alimentation. Là. Donc, c'est pour ça que nous, justement, là, c'est aussi les deux autres axes qu'on a pris. On ne voulait pas en cibler seulement un des trois. On pensait qu'à la fin, justement, si on voulait parler d'insécurité alimentaire, il fallait aussi qu'on suggère là, des propositions qui étaient vraiment plus à long terme, puis qui allaient être peut-être capables justement là, de peut-être plus diminuer justement la proportion d'étudiants qui vivent de l'insécurité alimentaire. Donc, c'est pour ça qu'on recommande notamment aussi là, la rémunération des stages, parce qu'au collégial, là, c'est à peu près la moitié de la population étudiante qui est en technique, en programme technique, donc qui a des stages. Et au niveau de l'aide financière aux études, il y a justement un article qui était sorti en avril dernier du Devoir qui disait que c'était 500 millions de dollars qui n'avaient pas été utilisés dans les 6 dernières années. Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'argent qui est là.
elle est juste même pas utilisée. Donc, là, après ça, selon nous, encore une fois, là, c'est un non-sens. Il y a des personnes, on avait eu des témoignages, des personnes qui avaient reçu des bourses d'engagement et qui, à cause de ces bourses-là, n'avaient pas pu recevoir d'aide financière aux études. Des personnes, justement, qui travaillaient plus pour, justement, avoir plus d'argent, plus de revenus, mais qui, puisqu'elles travaillaient plus, avaient moins accès à de l'aide financière aux études. Donc, on rentre avec ça dans un cercle vicieux de peu importe ce qu'on fait, c'est toujours impossible d'en avoir assez. Puis comme on le montrait tantôt, c'est 38% des personnes étudiantes postsecondaires qui vont justement là, dans les banques alimentaires qui ont comme principal recours, comme principale source de revenus, les prêts et bourses. Puis avec le plafond justement qu'on peut recevoir là, en termes de prêts et bourses par mois, c'est même pas assez pour se sortir du seuil de pauvreté. Donc, définitivement, là, on rejoint au niveau de la FEC, là, ce qui a été dit plus tôt. Merci beaucoup, Jacob. On a reçu plusieurs questions, dont une question. Sentez-vous bien à l'aise, si vous êtes à l'aise de répondre à cette question-là. Au début de l'été, donc, le gouvernement du Québec rendait public son plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et la question alimentaire, il figure de manière importante. On retrouve même une nouvelle expression dans le vocabulaire gouvernemental, à savoir des solutions durables pour améliorer la sécurité alimentaire. Donc, la question, c'est est-ce que vous avez des commentaires au sujet de ce plan de lutte-là? Est-ce que vous y voyez un pas dans la bonne direction en matière d'insécurité alimentaire? Est-ce qu'il y a des mesures prometteuses au sens de solutions durables? Martin? On a répondu au plan de lutte on a participé aux consultations, on a répondu lorsque le plan de lutte a été publié. Il y a des mesures, je dirais, il y a des mesures qui ne changeront pas de manière importante la fréquentation des banques alimentaires. C'est un peu dans le sens où allait notre réponse. Et ça ne veut pas dire que tout là-dedans est mauvais. On parle d'orienter les gens vers l'emploi, des choses comme ça. On mentionnait à ça que oui, c'est beau vers l'emploi, mais ça prend aussi des emplois rémunérés convenablement si on veut éviter que les gens continuent d'être en insécurité alimentaire. Il y a des mesures qui sont au niveau, par exemple, des chèques différés pour les conjoints ou pour les jeunes. C'est des choses qui sont intéressantes. Pour nous, les banques alimentaires, plus particulièrement, il y a des mesures qui contribuent à augmenter un petit peu l'approvisionnement, entre autres au niveau du gibier saisi, puis on est en discussion avec le gouvernement suite au plan de lutte à la pauvreté. Il y a une table qui a été mise sur pied entre le ministère de la Solidarité sociale et le MAPAC, ministère de l'Agriculture, pour voir s'il ne pourrait pas y avoir davantage d'incitatifs aux producteurs pour faire davantage de dons. Ça, c'est des mesures qui aident à l'approvisionnement. Ce n'est pas des mesures qui solutionnent nécessairement l'insécurité alimentaire, mais ça peut apporter plus de ressources. Mais ce qu'on a mentionné, c'est qu'on ne voyait pas dans le plan de lutte à la pauvreté des mesures qui allaient diminuer considérablement la fréquentation des banques alimentaires. Merci, Martin. Sandy? Bien. En fait, moi, ce que je trouve important de souligner dans ce 4e plan, c'est que le logement social figure encore comme une solution contre la lutte contre la pauvreté et par ricochet, lutte contre l'insécurité alimentaire. Et je remarque quand même qu'on y parle plus souvent de logement abordable si on le compare au 3e plan. Alors, il y a peut-être un glissement et j'aimerais rappeler que ce type de logement, le logement social et abordable, il est très marginal finalement au Québec et au Canada et en Amérique du Nord. C'est 4% des ménages qui vivent dans un logement social et abordable. Alors, il est question d'améliorer l'offre de logement social. Ça figure encore en gras, en gros, c'est très bien. Mais sans doute qu'améliorer, ce n'est pas suffisant. En tout cas, si je me fie à ce que j'entends là de spécialistes en matière de logement, c'est plutôt un virage que ça prendrait. Et c'est plutôt un changement de perspective là, qui serait nécessaire en fait pour élargir l'accès
au logement social, mais aussi pour, en fait, déstigmatiser le logement social et pour sortir le logement de sa logique marchande, qui fait qu'on est en ce moment dans la situation qu'on connaît. Merci beaucoup, Sandy. D'autres commentaires sur des solutions durables? Danny, l'idée d'un programme alimentaire scolaire universel et gratuit, je pense que c'est une des façons justement de relever le pouvoir d'achat d'une certaine façon des familles. Hein. Ça libère, ça libère certaines sommes en tout cas. Et quelque chose qui m'a frappé de votre présentation, c'est qu'un quart des élèves du secondaire arriveraient à l'école sans avoir mangé. Est-ce que c'est les écoles publiques? Est-ce que c'est une statistique qui fait peur là, quand même? Oui, surtout que cette donnée a plus que doublé depuis 2010-2011. Donc, c'est pour ça que je disais que ça s'améliore pas nécessairement. Puis, j'aimerais aussi rectifier, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre de l'avant aussi, un programme d'alimentation scolaire comme on le concevoit dans notre vision qui serait universel. Donc, universel, il y a vraiment deux côtés. Ce qui est vraiment important pour nous en premier lieu, c'est qu'un programme qui est offert dans une école soit offert à tous les élèves. Qu'il n'y ait pas 10 élèves qui soient pris de côté, puis pauvre vous avez accès à quelque chose de surplus. Pour nous, c'est vraiment important que ce soit un programme qui soit offert à tous les élèves. Puis les recherches le démontrent vraiment. Un programme qui est offert à tous, sans critères de revenus. C'est vraiment les programmes qui fonctionnent, qui atteignent justement les cibles d'atteindre les jeunes qui en ont le plus besoin. Ça vient déstigmatiser, puis aussi, ça démontre que tous les jeunes ont besoin de se nourrir sainement. Ça vient vraiment améliorer la cohésion sociale. Ça vient avoir des impacts bénéfiques sur toute la société. Donc, tous les jeunes peuvent en bénéficier. Ça, c'est quelque chose de super important. Puis l'autre côté d'universel, c'est sûr que c'est notre grande vision. Fait que ça soit disponible à toutes les écoles du Québec et éventuellement du Canada, parce qu'il y a des enfants qui en ont besoin dans toutes les écoles, que ça soit une école qui a été très défavorisée ou dans un quartier plus riche, il y a des enfants qui ont besoin dans ces écoles. Il y a des besoins partout. Aussi, une autre chose que j'aimerais juste spécifier, c'est que universel, ça ne veut pas nécessairement dire gratuit. Puis nous, dans notre vision, comme vous avez peut-être vu, on met vraiment à prix abordable. Il y a différents modèles après pour aller faire en sorte que ce prix abordable-là arrive, mais c'est vraiment important de promouvoir et de permettre une contribution des parents, que ça soit une contribution volontaire, flexible, prise sur les impôts, peu importe. Il y a toutes sortes de modèles qui existent à travers le monde, mais c'est vraiment important parce que, oui, le gouvernement doit prendre une grande part pour financer ce programme-là, mais une contribution parentale a sa place aussi, puis ça permet aussi que les parents qui veulent participer, qui ont plus de moyens, peuvent bien participer, puis ça permet aussi une dignité aux parents qui ont moins de moyens, mais qui veulent quand même contribuer un certain montant pour le repas de leurs enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans notre vision de programme d'alimentation scolaire. Merci infiniment, Dani, pour ces précisions importantes-là. Écoutez, il est 13h30. C'est la fin du webinaire, mais vous pourrez, il sera sur notre site dans les prochains jours, et de même que les diapos de nos panélistes. J'aimerais remercier infiniment nos panélistes d'avoir pris du temps pour partager avec nous les enjeux de l'insécurité alimentaire actuelle, et je les remercie aussi de leur engagement concret pour venir à bout de cette question-là. Et écoutez, merci encore, merci à tous les gens qui se sont joints au webinaire, et on se verra une prochaine fois sur un autre sujet, mais on va maintenir la question de l'insécurité alimentaire dans nos priorités de recherche et d'intervention. Merci infiniment. Merci tout le monde.